Non, des solutions plutôt que des contingents. Oui. Des obligations, on ne peut pas parler en termes d'obligations. Quelqu'un qui veut construire sa vie, on ne peut pas l'empêcher de partir. Mais on peut faire en sorte qu'il reste. Mais on peut faire en sorte qu'il reste avec des politiques volontaristes, sociales, d'emploi, etc. Une politique voilà, volontariste. Et donc, voilà, prendre 1 millier de jeunes, s'engager à former un millier de jeunes, ça peut être une bonne solution. À qui on donne la possibilité de trouver une solution en termes d'emploi. La limite de la solidarité intergénérationnelle, on a pu la voir en avril dernier, quand les retraités sont descendus dans la rue au moment où on engageait, où le gouvernement souhaitait augmenter la CSG sur les retraites. Il faut continuellement expliquer les raisons des réformes et les raisons d'une meilleure solidarité entre toutes les générations. Et c'est toute la démarche politique que nous exerçons aujourd'hui. Le gouvernement, le président, la majorité, pour expliquer pourquoi ces réformes sont utiles au bien commun et à toutes. C'est ça qui manque justement dans la contestation qu'on voit aujourd'hui. Il faut effectivement expliquer. Ce déficit d'explication. Voilà, ce déficit d'explication. Il faut toujours penser que le dialogue est possible et nécessaire pour expliquer et lever les inquiétudes tout simplement. Et vous, par exemple, sur le terrain, quand on vient vous interpeller parce que vous êtes une représentante de la majorité, alors, comment vous expliquez cette réforme des retraites ? Alors, très étonnamment, ça va peut-être vous étonner, mais lorsque je suis sollicitée sur le territoire aujourd'hui, depuis mes week-ends, là, lorsque je suis sur le terrain, j'ai peu de contestations. J'ai plutôt des personnes qui me demandent de tenir bon. Qui sont avec nous et qu'on a besoin de réformes dans ce pays et que cette réforme des retraites est nécessaire. Et donc, c'est cette différence entre la mobilisation aujourd'hui, les grèves et les inquiétudes qui sont exprimées de par beaucoup de corps sociaux et les personnes que je rencontre. Et donc, c'est ces personnes-là qu'il faut se faire rencontrer parce que, du coup, on nous demande de tenir bon. On vous demande de tenir. Oui. Jamais la moindre. J'ai pas eu, très honnêtement, hein, j'ai pas eu. De mauvaise humeur ou de. Non, j'ai eu une expression de mauvaise humeur sur une autre loi, enfin sur une résolution que j'ai votée le 3 décembre, qui visait à lutter contre l'antisémitisme, où là j'ai eu plusieurs réactions un petit peu violentes, non, mais un petit peu de mécontentement sur le fait que j'ai choisi de voter cette résolution. Mais je suis ouverte à échanger avec ces personnes qui ne comprennent pas mon vote. Et donc, du coup, j'invite ces personnes-là à venir échanger avec moi. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque un petit peu. C'est ce dialogue. Il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir continuer à échanger, à dialoguer et à expliquer. Le dialogue est difficile ? Parfois. Parfois, puisque ce sont des gens qui s'expriment à visage couvert, puisque ce sont en général des affiches derrière les réseaux sociaux, ce sont des affiches qui sont collées sur nos permanences, qui ont des messages qu'on ne comprend pas, donc qui ne correspondent pas à ce pourquoi on a voté. Et donc, c'est dommage parce que moi, je suis vraiment j'ai toujours été dans toutes mes démarches et dans tous mes engagements ouverte au dialogue. Mais vous-même, vous avez justement pour ouvrir le dialogue ou pour exprimer un compte Twitter, un compte Facebook? Non, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je m'en détache, puisque Ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, je suis très attentive à ce qui s'exprime, etc. Mais quelqu'un qui s'exprime de manière violente sur un réseau social à visage couvert, c'est compliqué de pouvoir discuter avec ces personnes-là. C'est peu probable de toute façon que nous arrivions à les convaincre. Et c'est dommage, justement, d'aborder l'échange par ce prisme-là. On revient à l'Assemblée nationale. À peine arrivé, vous avez rejoint la délégation aux Outre-mer. Oui, donc avec grand plaisir. Réunit tous les parlementaires ultramarins et à part égale des représentants de l'Hexagone. Qu'est-ce qui vous y a poussé? Votre moitié tahitienne? Non, c'est très naturellement. Alors j'ai une moitié tahitienne, il ne faut pas oublier la part martiniquaise de mes origines. Mais, et donc effectivement, c'est la motivation qui a toujours été la mienne.
depuis que je suis engagée. Donc ça fait très longtemps que je suis engagée en tant que militante, en tant que bénévole, en tant que responsable politique, sur le rapprochement de l'Hexagone et des territoires ultramarins. Et c'était une formidable opportunité pour moi de concrétiser ce travail que je mène depuis 20 ans. Vous avez quel rapport aujourd'hui avec la Polynésie La Polynésie, bon, c'est toute ma famille paternelle. Toute ma famille paternelle vit là-bas, hormis une cousine ou deux qui me soutient, qui me soutiennent ici dans l'Hexagone. Néanmoins, oui, toute ma famille est là-bas. J'ai des tantes, des cousins, des oncles, des petits cousins qui sont un petit peu répartis sur l'ensemble des îles, essentiellement les îles de la Société. Et puis Tahiti, Bora, Tahiti, Wainé, plutôt Taha, Rayatea, donc les îles sous le vent, et puis Tahiti, beaucoup. Et j'ai quelques cousins dans les Tuamotu, dont un qui est fermier. D'accord. Et vous parlez tahitien? Quelques mots. Quelques mots? Oui. Pas beaucoup plus. C'est l'objectif que je me suis fixé cette année, puisque j'y retourne, j'ai la chance d'y retourner au mois de décembre. Et donc, de pouvoir mener une discussion en tahitien. Oui. Et c'est pas évident. C'est pas évident? Non, ça a toujours été difficile. Qu'est-ce qui vous manque? La pratique? La pratique. Et puis, par contre, l'écoute, je comprends. Hein, je comprends les conversations. Mais effectivement, l'écoute, puisque mon père, qui effectivement est venu dans l'Hexagone avant de rencontrer ma maman, lorsque j'ai grandi avec lui, ne parlait pas forcément tahitien. C'était interdit? Vous n'avez pas l'occasion? J'ai pas eu l'occasion de lui demander. Et alors, aujourd'hui, comment vous regardez la Polynésie, le paysage politique? Alors, outre donc la Polynésie, effectivement, j'y ai de la famille, mais donc je vous disais, tous mes engagements longs depuis 20 ans, y compris quand j'étais élue locale, il m'a été permis de rencontrer les élus locaux de Polynésie française dans le cadre de regroupements, les congrès des maires, etc. Donc j'y étais déjà, j'étais déjà dans cette démarche-là. Donc j'ai tissé un petit réseau d'élus, j'ai un réseau d'amis aussi également. Et donc aujourd'hui, j'ai une vision d'actualité. Enfin, je suis constamment la situation politique, économique, sociale de la Polynésie française, tout en sachant être élu de l'Hexagone, tout à fait. Donc, Gaston Flosse qui essaye de s'inscrire sur les listes électorales de PAP-ET pour pouvoir se présenter. C'est une situation politique interne à la Polynésie française dont je ne commente pas et je n'ai pas à le faire, je n'ai pas la légitimité de le faire par ailleurs. Et la prégnance du combat indépendantiste là-bas, est-ce que c'est une affaire interne ou est-ce que vous aussi, vous êtes élu de la nation et à ce titre-là, vous pouvez dire... Je suis élu de la nation, je suis au fait effectivement des évolutions des rapports de force entre les autonomistes et les indépendantistes sur place. Mais encore une fois, ce n'est pas mon combat. No comment. OK. Pas no comment, ce n'est pas mon combat. Je ne suis pas donc intégrée à la politique locale et je reste à ma place. Vous restez à votre place. La Polynésie, le président va s'y rendre en avril prochain et c'est un peu... ça fait partie de l'axe Indo-Pacifique qu'il souhaite mettre en œuvre. Est-ce que c'est facile d'imaginer que la Polynésie, la Réunion, toutes ces îles avec leur grande surface maritime peuvent faire barrière à la Chine? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit pensé comme ça chez le président. Après, je ne peux pas répondre en son nom. Je sais qu'il prépare ce déplacement depuis longtemps. Ça fait partie quand même d'une continuité dans ses engagements dans le cadre envers les territoires ultramarins, puisque cette année, il s'est quand même déplacé à la Réunion. Et donc, du coup, il est plutôt dans une démarche de rappeler que les territoires ultramarins sont la France. Ouais. Et que donc ce déplacement en fait partie. Après, dans ce qu'il souhaite y mettre, y construire, ça, je ne suis pas dans les secrets. Donc, il faudra attendre le mois d'avril pour voir ce qu'il en est. Ce concept de l'archipel France, justement défendu par le président, vous avez des facilités
Et justement, c'est tout l'objet de mon travail. C'est la France aussi des trois océans. Enfin, on peut l'appeler comme l'on souhaite, mais c'est la France aux trois océans. Moi, je l'appelle. Alors, sur un marché à Massy, comment vous vendez la France des trois océans? Alors, je la vends pas. Je vais pas besoin de la vendre. C'est juste que quand je rencontre des ultramarins, des Guadeloupéens, des Martiniquais, parfois des Calédoniens, enfin, quand je rencontre des personnes comme ça, effectivement, ça nous permet d'échanger sur la situation de leur territoire et d'avoir une réponse. C'est comment on fait dans l'Hexagone, puisque nous y sommes, pour faire exister nos territoires, nos cultures et nous faire connaître surtout. Et vous-même, comment vous faites exister Alors concrètement, c'est le rapport qu'on peut établir avec les associations existantes. Hein. Il y a beaucoup d'associations qui font exister, par exemple, des cours de danse. J'en connais à Massy, donc une association qui organise des cours de danse, des sessions de danse tahitienne, tamouré. Il y a même Tahiti à Massy qui est organisé tous les ans. Dans un parc, et donc dans lequel je m'y rends tous les ans. C'est une façon de... je veux pas faire cet affront à la danse tahitienne, mais j'essaierai certainement un jour, mais pour l'instant non. Et quand vous voyez des Massicquois, enfin, ou des Essonniens, vraiment, parce que l'Essonne c'est quand même très continental comme circonscription, dire qu'il faut imaginer que la France, ça va bien au-delà de la terre. Oui, ça fait partie de cette exigence de pédagogie, je dis. L'objectif qui a toujours été le mien, c'était de permettre d'inscrire les territoires ultramarins dans une logique d'ensemble. C'est national, ces territoires ultramarins font partie de la République. Et donc, dans toutes les politiques publiques que l'on peut développer ou que l'on peut penser, il faut intégrer de fait les territoires ultramarins. Et pour intégrer les territoires ultramarins, il faut les connaître. Et donc, pour les connaître, il faut aller sur place. Il faut entendre. Déjà sur place les Réunionnais, les Guadeloupéens. J'ai eu la chance de le faire cette année, puisque je me suis rendue donc en Polynésie au mois de septembre, en Guadeloupe et en Martinique, et à La Réunion donc plus récemment, dans le cadre de missions diverses. Donc je travaille actuellement sur un rapport qui fera partie du débat dans le cadre de la politique liée au grand âge et à la dépendance. Donc, je suis co-rapporteur sur une mission d'information grand âge et dépendance dans les territoires ultramarins. Donc c'est dans ce cadre-là. Et puis il y a eu d'autres éléments, donc le Grenelle des violences également, dans lequel j'ai pu me rendre aux Antilles. Bon, c'est la fin de l'année. Donc c'est l'heure du bilan. Est-ce que, en dehors de votre entrée à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous retenez de cette année 2019 ? De cette année 2019, qu'est-ce que je peux retenir? Donc effectivement, ce grand honneur qui m'a été confié de pouvoir être député et de pouvoir porter l'ensemble de mes identités. Donc, puisque j'ai grandi dans l'Hexagone, mais je suis polynésienne, martiniquaise. Du coup, ça me permet de porter concrètement, enfin, tout le travail que j'ai pu mener pendant ces 20 années d'engagement. Et puis, la vice-présidence à la délégation Outre-mer du mois de novembre, dans laquelle je suis intégrée, et donc qui va me permettre, en 2020, de concrétiser ce que j'ai engagé, là, cette année, il y a 9 mois. Donc, le premier dossier que vous allez lancer en 2020. C'est le rapport grand âge. Donc je présente avec ma collègue Erika Barrette, qui est députée de La Réunion. Donc le rapport le 23 janvier. 23 janvier. Voilà. Ça tombe bien, a priori le lendemain, on fait un outre-mer politique aussi. Merci Stéphanie Adjé. Merci à vous. Merci à vous aussi. Passez tous et toutes de bonnes fêtes. Donc fin janvier, le prochain numéro d'Outre-mer politique. À bientôt.